Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, partout en France, des manifestations ont dénoncé le passage en force de la réforme des retraites par le gouvernement. Depuis l'annonce du 49.3, la situation semble être plus tendue que jamais, avec une flambée de la violence ainsi que des pénuries d'essence dans l'ensemble de l'Hexagone. Le passage en force de la réforme des retraites par le gouvernement lundi a conduit à de nouvelles manifestations dans toute la France, alors que les opposants à la réforme se sentent plus méprisés que jamais. Moi, je pense que c'est un déni de démocratie. Le gouvernement fait passer une loi, la majorité des Français sont contre. L'Assemblée nationale est contre. Utiliser le 49.3, c'est un mépris de l'opinion des Français. Macron a été élu sans majorité, il a été élu contre le Front National. On ne lui a pas donné un mandat pour faire passer cette réforme qui est injuste. L'heure, il est à la radicalité et effectivement, la masse, ça n'a pas suffi dans les rues. Quand on était 3,5 millions de personnes dans les rues, Emmanuel Macron, il a toujours pas écouté ce qu'on avait à lui dire. Donc maintenant, il faut passer également à des modes d'action plus radicaux, donc les blocages notamment de l'économie. Là-dedans, nous, on peut avoir notre part à faire. Et puis surtout, on voit la réponse très violente aussi qu'on a de la part du gouvernement, avec une répression policière qui est quand même énorme, surtout envers les jeunes. Donc c'est aussi pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui. Depuis l'annonce du 49.3, les tensions dans la rue se sont accentuées. Hier soir, des manifestants se sont rassemblés à Paris pour la 6e nuit consécutive. Au cours des nuits précédentes, les manifestants se sont battus avec la police et ont brûlé les déchets accumulés depuis plusieurs jours dus à la grève des éboueurs. Lundi soir, un policier a frappé et mis KO un manifestant. Un témoin oculaire a déclaré à Reuters que le manifestant était resté inconscient pendant environ 5 minutes après avoir été frappé par le policier en tenue anti-émeute, qui s'est ensuite éloigné. Après que les images soient devenues virales, le chef de la police de Paris, Laurent Nunez, a déclaré qu'il y aurait une enquête. Par ailleurs, la pression se ressent aussi à la pompe, alors que plus de 800 stations-service étaient en pénurie d'essence hier dans l'ensemble de l'Hexagone et plus de 1000 en rupture partielle. Sans grand espoir vis-à-vis du discours du président prévu aujourd'hui, les manifestants se sont dit déterminés à aller jusqu'au bout. Donc je n'attends pas grand-chose du discours de Macron. En revanche, il y a une nouvelle journée que nous organisons jeudi, qui sera une fois de plus massive pour dire que 49 terres ou pas, motion de censure ou pas, cette loi on n'en veut pas et on se battra jusqu'au retrait. Les pays de l'Union européenne ont décidé de fournir à l'Ukraine 1 million d'obus d'artillerie dont Kiev a grandement besoin pour repousser les forces russes. Les deux camps tirent des milliers d'obus par jour. Le commissaire européen aux affaires étrangères, Josep Borrell, a qualifié cette décision d'historique. La position du Conseil de l'UE a été claire, l'Ukraine peut continuer à compter sur l'Union européenne. Le plan coûterait 2 milliards d'euros durant l'année à venir. Il s'agira de puiser dans les stocks des pays et de s'associer pour acheter davantage d'obus. Les commandes collectives seront limitées aux entreprises de l'Union européenne et de la Norvège, qui entretient des liens économiques étroits avec l'Union européenne. Les fonctionnaires de l'UE ont déclaré que de nouvelles commandes collectives pourraient être passées d'ici au mois de mai. Cette décision marque une étape importante dans l'intégration de l'UE. Les marchés publics de défense étant jusqu'à présent passés par les différents gouvernements. Le président ukrainien Zelensky a exprimé sa gratitude, déclarant que la fourniture de munitions avait renforcé sa confiance pendant le conflit. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a effectué une visite surprise à Kiev, captant au passage l'attention du leader chinois Xi Jinping, actuellement en visite à Moscou. Les deux visites mettent en évidence les répercussions de la guerre sur la diplomatie internationale, les pays se rangeant aux côtés de l'Ukraine ou de la Russie. De visites, de messages. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur les premiers entretiens officiels du dirigeant chinois Xi Jinping à Moscou depuis le début de la guerre, le Premier ministre japonais Fumio Kishida effectue le même jour une visite surprise à Kiev. Le voyage de Xi a pour but de montrer à l'Occident que ses efforts pour isoler Moscou n'ont pas abouti, alors que la rencontre de Kishida avec le président Zelensky souligne la dimension mondiale d'une coalition opposée à la guerre. Le Japon a déclaré que Kishida fera preuve de solidarité et d'un soutien indéfectible à l'égard de l'Ukraine lors de son voyage dans la capitale du pays.
Le Premier ministre a visité Boucha, une ville située à l'extérieur de Kiev, qui est devenue le symbole des atrocités commises par les Russes à l'encontre des civils. Kishida est ainsi le premier dirigeant japonais de l'après-guerre à se rendre dans une zone de guerre. Ces deux visites interviennent alors que la tension monte entre les rivaux régionaux et les principales puissances économiques. Le moment choisi pour le voyage du dirigeant japonais n'est pas une coïncidence et a probablement pour but d'atténuer l'impact que le dirigeant chinois espérait avoir. Kishida était le seul dirigeant du G7 à ne pas s'être rendu en Ukraine, alors qu'il était soumis à des pressions internes pour le faire. Il a été l'un des dirigeants asiatiques le plus ouvertement opposé à l'invasion. Le Japon a mis en place des sanctions strictes contre la Russie et a fourni à l'Ukraine une aide militaire non létale, des fournitures humanitaires et un soutien financier. En revanche, la Chine a refusé de condamner l'agression de Moscou et a critiqué les sanctions occidentales contre la Russie, tout en accusant l'OTAN et Washington d'avoir provoqué l'action militaire de Poutine. Poutine a chaleureusement accueilli Xi, dans ce que les deux puissances ont décrit comme une occasion d'approfondir leur amitié sans limite. La Chine considère la Russie comme une source de pétrole et de gaz, et comme un partenaire pour s'opposer à ce que les deux pays considèrent comme une domination américaine sur les affaires mondiales. Les alliés occidentaux de Kiev ont exprimé la crainte que Pékin aide la Russie dans ses efforts de guerre, bien que Pékin insiste sur le fait qu'il est un intermédiaire neutre dans les efforts de paix. Les sanctions ont eu pour effet d'accroître la dépendance de la Russie à l'égard du commerce avec la Chine et de rapprocher les deux pays. Les Américains pourront bientôt consulter les informations relatives aux origines du virus du Covid-19. Le président Biden ayant signé lundi un projet de loi déclassifiant ces informations. Lundi, le président Biden a signé la loi 2023 sur l'origine du Covid-19. Il s'agit d'un projet de loi qui rend obligatoire la déclassification des renseignements relatifs à l'origine du Covid. Voici ce que la Maison-Blanche en a dit au début du mois. Au cours des premiers mois de l'administration du président, il a demandé à la communauté du renseignement de déclassifier les informations relatives à l'évaluation des origines du Covid et de rendre ce rapport public au peuple américain. Parce que nous savons, et il comprend, combien il est important d'aller au fond des choses en ce qui concerne l'origine du Covid. Nous continuerons à utiliser tous les outils possibles pour comprendre ce qui s'est passé ici, tout en protégeant les informations classifiées. Lundi, Biden a déclaré dans un communiqué « Nous devons faire toute la lumière sur les origines du Covid-19 afin de mieux prévenir les pandémies à l'avenir. Mon administration continuera à examiner toutes les informations classifiées relatives aux origines du Covid-19, y compris les liens potentiels avec l'Institut de virologie de Wuhan. Le Sénat et la Chambre des représentants ont tous deux adopté le projet de loi à l'unanimité au début du mois. Les sénateurs républicains Josh Hawley et Mike Brown ont présenté le projet de loi. Écoutez le peuple américain, il est grand temps. Montrons ce que le gouvernement a. Laissons tout le monde le voir par lui-même, laissons tout le monde le lire. L'Institut de virologie de Wuhan est au centre de la controverse. Il s'avère que les agences sanitaires américaines ont acheminé des fonds fédéraux vers ce laboratoire par l'intermédiaire d'une organisation à but non lucratif new-yorkaise EcoHealth Alliance. Les experts affirment qu'une partie de ces fonds a permis au laboratoire de Wuhan de mener des recherches sur le gain de fonction. Le département de l'énergie a en effet conclu qu'une fuite de laboratoire était la source la plus probable de la pandémie. Le FBI est également parvenu à la même conclusion. Autre inquiétude venue de Chine, alors que TikTok est sous les feux de la rampe en raison de sa popularité croissante et des problèmes de sécurité qu'elle comporte, une autre application attire à son tour l'attention. Il s'agit de CapCut, qui appartient à la même société mère chinoise, ByteDance. Les législateurs du monde entier s'en prennent à TikTok, mais une autre application pourrait bientôt faire des vagues. Il s'agit de la sœur moins connue de TikTok. CapCut est l'une des applications les plus populaires aux États-Unis en ce moment. Elle appartient à la société mère chinoise de TikTok, ByteDance. Cet outil d'édition vidéo gratuit simplifie la création de contenu et de mèmes pour les médias sociaux en proposant des modèles, des filtres et des effets visuels et sonores. Les utilisateurs affirment que les vidéos ainsi créées ont plus de chances de devenir virales sur des plateformes telles que TikTok, Meta, Instagram et YouTube. Et cette popularité se vérifie. Ces dernières semaines, CapCut a été téléchargé plus souvent que TikTok et plus de 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels. CapCut tire ses revenus des abonnements et de la publicité et fait payer aux utilisateurs le stockage dans le nuage et certaines fonctions supplémentaires. Pour ByteDance, il s'agit moins d'un moyen de gagner de l'argent que TikTok.
Son rôle est plutôt d'accroître la popularité de l'entreprise. Malgré la croissance impressionnante de l'application, le climat mondial pour les applications chinoises devient hostile. TikTok est déjà interdit en Inde, tout comme TikTok, Shine, WeChat et Viva Video. Les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et Taïwan ont interdit l'utilisation de l'application sur les appareils gérés par le gouvernement. Cela s'explique en grande partie par la crainte que les données des utilisateurs de l'application ne se retrouvent entre les mains de Pékin. CapCut affirme stocker des données aux États-Unis et à Singapour comme le fait TikTok. Mais pour l'instant, CapCut a échappé à la sellette concernant le traitement de ces données. Étienne Crane, un Guadeloupéen âgé de 88 ans, est détenteur d'un savoir-faire transmis de génération en génération, la torréfaction traditionnelle d'un café arabica d'exception cultivé dans la région de la Côte-sous-le-Vent depuis des centaines d'années. Or, cette tradition est sur le point de se perdre et Étienne Crane, propriétaire d'une plantation de plusieurs hectares de caféiers arabica dans la commune de Baillif, espère de tout cœur que les politiciens nationaux et régionaux prendront conscience de cette qualité de café rare et de grande notoriété et l'aideront à pérenniser sa culture afin de donner la possibilité à de plus jeunes exploitants de se lancer dans la filière et de vivre de ce métier. La famille de M. Étienne Crane produit un café arabica bonifieur depuis de nombreuses générations dans la commune française de Baillif, située sur l'île de Basse-Terre, dans le département de la Guadeloupe. Arrivé sur l'île vers 1720, ce café arabica de la variété Typica est d'une qualité supérieure à celle des autres cafés produits en dehors de la région, celle de la Côte-sous-le-Vent. La marque de ce café traditionnel est Manlisa, Madame Lisa en français, en hommage à Elisa, la mère d'Étienne. Je produis du café depuis, je dirais, la naissance parce que j'ai été élevé sous les plantations de café. Et j'ai appris avec mes parents, qui ont appris avec leurs parents et avec leurs parents. Ça enlève la peau qui descend ici et qui retombe dehors. Les grains de café tombent de l'autre côté. Nous avons un triangle de Pointe-Noire à Trois-Rivières, en passant par la Côte-sous-le-Vent, qui produit une qualité de café différente que les autres endroits. Ce café-là, c'est une qualité exceptionnelle. Moi, je continue à le faire parce qu'il y a un savoir-faire qui allait disparaître. Et j'ai mis ça en place quand ma femme, elle était professeure et elle arrivait à la retraite, elle m'a dit « mets-moi quelque chose pour recevoir des gens et je rester en contact avec les gens ». À ce moment-là, j'ai dit « bon, il y a la qualité du café qui est en train de disparaître, les gens ne connaissent pas. Je vais mettre une petite exploitation et vous allez pouvoir recevoir du monde. Il y aura, j'ai dit que je fais un grand jardin. Il y a tout sur cette petite exploitation. » Donc, c'est à partir de là que je me suis mise à préparer et à conserver cette variété de café que tout le monde adore. Ça, c'est le caféier. Vous voyez, il y a des grains verts déjà dedans. Et ici, c'est un bouton, ça va fleurir d'ici une quinzaine de jours. De la floraison à la cueillette, ça met 6 mois. Le café, il est vert quand il n'est pas arrivé à maturité. Quand il est à maturité, il devient rouge et c'est à ce moment-là qu'on récolte. L'exploitation d'Étienne a besoin d'une grande variété d'arbres pour apporter des micro-organismes qui permettront à la plantation de café de survivre. En effet, le caféier consomme énormément d'humus et de potasse. Il est donc nécessaire qu'une végétation dense maintienne un équilibre écologique. Malgré le succès du café bonifieur d'Étienne aux Antilles et en Europe, le savoir-faire de la torréfaction est en train de se perdre. Afin de pérenniser la production, Étienne Crane a transmis son savoir-faire à ses propres enfants et petits-enfants. Il y a le savoir-faire au niveau de la torréfaction. C'est ce savoir-faire que j'essaie de transmettre à diverses personnes qui sont déjà venues en formation et mes enfants, mes petits-enfants. Pérenniser cette production, ce ne sera pas une chose facile. Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une situation où on sera obligé de revenir en arrière pour pérenniser toutes les productions qu'on faisait avant. Je ne sais pas comment on va faire parce que nous sommes un département français. Nous vivons dans une politique européenne
qui est une politique économique et industrielle. Et nous sommes dans le bassin Caraïbe en Amérique centrale, où le niveau de vie est 20 fois meilleur marché que le niveau de vie industriel. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas facile de maintenir la production si on ne fait pas une espèce de mise à niveau. Il y a de la volonté pour le faire, mais notre jeunesse ne s'intéresse pas tellement, avec quelques exceptions près. Mais moi, mes enfants, ils ont le savoir-faire, mes petits-enfants, ils ont le savoir-faire déjà. Mais leur explication, c'est que papa ou papy, tu fais ça par passion, mais nous, demain, nous aurons l'électricité, le téléphone, l'eau à payer, on ne pourra pas faire quelque chose de passionné qui ne nous rapporte absolument rien ou bien qui nous bouffe ce que nous gagnons. Le problème de fond, il est là. Dominique Jean-Charles, NTD Actualité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD en allant sur la plateforme 100% propre ganjing.com/fr-fr ou en cliquant directement sur le lien en bas de la vidéo. Et pour ma part, je vous dis à demain 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.